Bonjour à tous, bienvenue sur ce plateau de KTO pour cette nouvelle édition de Face aux chrétiens avec La Croix, Radio Notre-Dame et RCF. Notre invité aujourd'hui est Pascal Perrineau. Bonjour Pascal Perrineau. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes enseignant à Sciences Po et surtout vous êtes l'un des grands spécialistes français du Front National. Vous avez été l'un des premiers dès les années 90 à identifier le Front National comme étant le premier parti ouvrier de France. À l'époque, vous écriviez « L'enracinement devient véritablement populaire avec une très forte représentation ouvrière » à l'issue du premier tour de ces élections régionales, qui a vu donc des scores historiques pour le Front National. Votre dernier livre, publié chez Fayard, « La France au front », porte donc un titre prémonitoire. Vous serez interrogé dans cette édition de Face aux chrétiens par Mathieu Castagnier pour La Croix, Bonjour. Alain Baron pour Radio Notre-Dame. Bonjour. Et Romain Masneau pour RCF. La première question vous est posée par Mathieu Castagnier. Comment expliquez-vous le succès du Front National à cette élection? Est-ce que c'est la poursuite d'une progression qu'on voit effectivement depuis longtemps, scrutin après scrutin, ou est-ce qu'il y a eu en plus un effet des crises très présentes actuellement, la montée du chômage, les crises migratoires, les attentats évidemment? Est-ce que, hors ces crises-là, vous pensez que le Front National de toute façon est sur une dynamique positive? Pascal Perrineau. Pour y voir clair et pour bien comprendre ce niveau de 28% des suffrages exprimés pour le Front National, il y a à la fois des facteurs qui sont des facteurs de longue période, de long terme, et qui ont trait à la crise économique et sociale. Il ne faut pas oublier que ça a été écrasé par l'effet attentat. Mais les chiffres publiés il y a 10 jours du chômage oui. étaient des chiffres vraiment extrêmement mauvais. Donc ce terrain de crise économique et sociale, bien sûr, le malaise d'une partie de l'opinion publique française vis-à-vis de l'Union européenne, de la construction européenne perdure, le malaise également vis-à-vis de la classe politique dans son ensemble et la capacité du Front National à politiser le rejet de la politique qui aujourd'hui est fort dans toute une série de milieux sociaux, de tranches d'âge en France, et puis à ces facteurs de long terme qui amenaient donc le Front National à 25%, souvenez-vous. 25, c'était acquis pour vous. Voilà, c'était acquis. C'était le score au départemental, c'était le score un an plus tôt à peu de choses près aux européennes, donc c'était ça. Et donc en plus voilà, il y a 3 points en plus. 3 points en plus, eh bien c'est un effet de conjoncture. C'est un effet de conjoncture, oui, il y a un effet attentat. Le terrain avait déjà été préparé par les tensions dans l'opinion publique autour de ce qu'on avait appelé la crise des migrants. À cette crise des migrants, bien sûr, s'est rajouté le véritable traumatisme du 13 novembre. Traumatisme national. Voilà, traumatisme national. Et la projection au premier plan de l'agenda politique en France de 2 thèmes. De 2 thèmes, celui de l'insécurité et du terrorisme d'un côté, de l'autre celui de l'immigration. Et des liens éventuels entre les deux. Vous voyez bien que ça, c'est quoi? C'est la thématique du Front National depuis plus de 30 ans. Donc on était en plein dans le cœur de cible du Front National. Donc le Front National, en effet, a beaucoup mieux su capitaliser cet effet attentat que d'autres forces politiques. Romain Masneau, RCF. Est-ce que le profil type de l'électeur du FN est aussi en train d'évoluer? On sait qu'il y a plusieurs lignes au sommet du Front National. Est-ce qu'au niveau de l'électorat, il y a aussi une diversification au niveau du niveau d'études, de les catégories socioprofessionnelles, de l'âge, etc. Quand vous atteignez presque 30%, vous devenez d'abord un véritable parti national. Ça veut dire que vous êtes présent de manière significative dans toutes les catégories, dans toutes les tranches d'âge, dans tous les milieux sociaux, dans tous les milieux au regard des croyances religieuses, etc., par exemple. Donc, il y a une pénétration extrêmement profonde. Donc, ce n'est pas uniquement les pauvres et les abandonnés de la République. Non. Dans tous les territoires aussi. Regardez, le Front National est, quand vous regardez les 12 régions métropolitaines, il est entre 18%, le niveau le plus faible, en Bretagne et en Île-de-France, et 40%. Donc, c'est un parti, vous voyez, quand on dit on est faible, attendez, 18%. Donc, il en est de même dans les différents milieux. Alors, il y a à la fois, là aussi, du nouveau et de l'ancien. L'ancien, c'est, par exemple, l'électorat du Front National reste plus important dans la population masculine, plus important chez les jeunes au sens large, au sens très large même, moins de 50 ans. En revanche, chez les personnes âgées, ce Front National continue à faire des scores très sensiblement en dessous de sa moyenne nationale. Il est présent dans les catégories populaires. Maintenant, chez les ouvriers, c'est quelque part aux alentours de 45% des ouvriers qui sont allés voter. Il a pris la place du PC, du Parti communiste, oui.
et très nettement, je vais vous dire. Oui. Parce que le moment où le Front National faisait 45% dans le milieu ouvrier, il y a très moment où le Parti très communiste, longtemps. vous voulez dire, faisait 45%. Vous voyez, Oui. c'est intéressant. Voilà. Mon lapsus est très révélateur. C'était juste après-guerre. Voilà. Oui, hein. d'accord. Donc, ça, c'est des fondamentaux qui continuent à exister. Ce qui est nouveau, c'est sa capacité maintenant à s'implanter dans des milieux qui jusqu'alors étaient très réticents, très souvent d'ailleurs contrôlés par la gauche socialiste, la gauche critique également. Je pense en particulier aux couches moyennes, les professions intermédiaires, ces fameux cadres moyens. Là, il y a une poussée du Front National tout à fait sensible. Et puis le monde de la fonction publique. Là, c'est tout à fait impressionnant. Dans la fonction publique, ça, qu'elle c'est une soit... nouveauté. Mais bien sûr. Qu'elle soit la fonction publique nationale, les fonctionnaires tels qu'on les connaît, etc. Les profs, Qu'elle les soit, enseignants aussi. bien sûr, même chez les professeurs et Même les chez les enseignants, professeurs. il y a une pénétration. La fonction publique territoriale, c'est-à-dire tous ces fonctionnaires qui sont dans les régions, et la fonction publique hospitalière. Vous savez, ce sont les trois visages de la Oui, fonction absolument, publique. oui. Dans la fonction publique hospitalière, c'est même là où le Front National est à son plus haut niveau au sein du monde des salariés du public, avec les salariés aussi des entreprises publiques. Donc là, c'est radicalement nouveau, cette affaire. Hein, et ça montre la capacité du Front National à pénétrer ces fameux gens du public, comme disent certains sociologues, dont on disait, jusqu'à maintenant, eux, ils sont véritablement à l'abri de la poussée du Front National. C'était la C'est chasse gardée terminé. de la gauche, d'une certaine façon, terminé. dans certains domaines. Alain Baron, Radio Notre-Dame. Oui, les adversaires du Front National disent toujours le vieux fonds de commerce, ça reste quand même l'immigration. Comment expliquer que dans certaines zones rurales qui ne voient pas d'immigrés, qui n'ont pas vu de migrants récents arriver, ils votent quand même Front National d'une manière massive? Alors, on va revenir là-dessus, mais d'abord, en effet, bien sûr que la question de l'immigration est plus présente chez les électeurs du Front National qu'ailleurs. Mais elle est présente également dans d'autres électorats, jusque dans l'électorat de gauche. Même l'électorat de gauche n'est pas à l'abri de cette problématique. Mais on ne peut pas rabattre l'électorat du Front National sur la seule question de l'immigration. La question de l'insécurité, c'est massif. Globalement. Mais c'est massif, bien sûr, de la sécurité intérieure et extérieure. C'est massif, et c'est massif dans tous les électorats aujourd'hui. Il faut savoir même, c'est la première fois qu'on assiste à cela, on n'avait jamais vu ça depuis la guerre. L'enjeu, la question de la sécurité est en train d'écraser les questions sociales et économiques. Alors On ça, parle c'est plus du peut-être chômage. temporaire. On en parle beaucoup moins. On en parle beaucoup moins. Quand on pose la question, nous avons posé la question aux Français, est-ce que vous êtes prêts à envisager plus de dépenses publiques? Alors on reprenait tous les enjeux. Plus de dépenses publiques pour les aides sociales, pour la lutte contre le chômage, pour la sécurité. C'est la sécurité qui écrase tout le reste. Hein. Donc vous voyez, l'état Donc, une d'urgence, il n'est inquiétude pas fondamentale. simplement dans la société française, il est dans la tête des Français. Donc, et la la question de question l'immigration portée, oui. dans les terres où il n'y a pas ou peu d'immigrés, il faut savoir que, en effet, c'est ce qu'on appelle cette France du rurbain. Vous savez, où le rural se confond avec l'urbain dans ces... Les lotissements. par exemple, si vous prenez l'Île-de-France, les régions du sud de l'Oise, etc. En effet, dans lequel il y a des véritables performances électorales du Front National. D'abord, si vous voulez, la question de l'immigration, elle touche tous les Français par le biais des médias. Hein, les médias vous amènent Les chaînes la d'information question continue. migratoire, en effet, chaînes d'information continue et autres médias. C'est un d'ailleurs. climat général. Bien sûr, c'est un climat général qui va toucher une personne qui, dans sa pratique quotidienne, en effet, n'a que très peu de relations avec la population immigrée. Et puis, il y a un deuxième élément qu'il ne faut jamais oublier. Bien sûr, des gens peuvent habiter dans ces communes rurales ou urbaines, mais très souvent, ils vont travailler dans des centres économiques urbains. Et dans les transports, là, ils sont en contact, en effet, avec une population immigrée, avec tous les avantages et les inconvénients éventuels liés à cette cohabitation dans les transports. Mathieu Castagnier, La Croix. Les politologues ont longtemps mis en avant que la pratique religieuse était un des déterminants forts du vote. On a l'impression que, en ce qui concerne le Front National, longtemps les catholiques pratiquants étaient moins réceptifs au thème du Front National. On a le sentiment que cette barrière s'est effondrée. Non, la barrière ne s'est pas effondrée. Non. Elle ne s'est pas effondrée. Bien sûr, le monde des électeurs catholiques est touché par la pénétration du Front National, comme tous les électorats. Mais quand vous regardez, nous avons fait au Centre de recherche politique de Sciences Po une enquête qui a un gros avantage. Pour la première fois, nous avons sondé 25 000 personnes. D'habitude, les échantillons, vous voyez, sont beaucoup plus modestes. Hein, c'est 1000 personnes. Là, 25 000. Donc on peut voir en détail.
ce qui se passe dans les différents électorats définis par à la fois leur type de croyance et le degré d'implication dans la croyance. Et là, chez les catholiques pratiquants réguliers restent encore une population plus à l'abri que d'autres. Bien sûr, il y a une pénétration du Front National, mais plus à l'abri que d'autres de la pénétration du Front National. En revanche, c'est pas tout à fait, pardonnez-moi, c'est pas tout à fait ce que dit le sondage publié par l'hebdomadaire Pèlerin cette semaine, oui, qui nous dit que 1 sur 4 des pratiquants réguliers. Oui, 1 sur 4 déjà, c'est en dessous de la moyenne nationale. D'accord. Bon, c'est en dessous de la moyenne nationale. Là, bien sûr, il y a de la pénétration, mais la pénétration reste plus faible. Là où la pénétration est la plus forte, c'est chez les catholiques non pratiquants. C'est là où le Front National atteint sa pénétration la plus forte, et puis juste après, chez les 100 religions, qui a été pendant très longtemps un électorat clé de la gauche. Il y a plus de 100 religions qui votent Front National que de catholiques pratiquants réguliers qui votent Front National. D'accord. Romain Masneau, RCF. On parle d'un vote catholique. Est-ce qu'on peut parler aussi d'un vote musulman? Est-ce qu'il y a des partis qui arrivent à cristalliser ces votes? Alors, il n'y a pas de vote, il n'y a aucun vote communautaire en France. Aucun. Il faut être sérieux, il n'y a pas de vote juif, il n'y a pas de vote protestant, il n'y a pas de vote catholique, etc. Bon, voilà. Il y a à chaque fois une diversité, tout de même. Alors, le vote musulman de nos compatriotes français musulmans, il a deux caractéristiques. D'abord, c'est un électorat qui est très touché par l'abstention. Une immense majorité, c'est plus de 60% des Français musulmans ne se sont pas déplacés dimanche dernier pour aller voter. Donc c'est vraiment un électorat très touché, c'est pas nouveau, très touché par l'abstentionnisme. Et en revanche, quand ils vont voter, leur tropisme de gauche est beaucoup plus fort. Peu votent Front National. Il y a quelques musulmans qui peuvent voter Front National, de manière suffisamment significative pour qu'on en trouve trace dans nos enquêtes. Mais ça reste, vous voyez, c'est de l'ordre de 2%. C'est-à-dire, c'est vraiment pas grand-chose de ceux qui vont voter. Ensuite, il y a un petit vote musulman pour la droite et le centre, et un gros vote musulman, quand il se prononce, pour les forces de gauche. Alain Baron, Radio Notre-Dame. Oui, on parlait des jeunes tout à l'heure. Comment expliquez-vous que les jeunes, mais vraiment les jeunes autour de 20 ans, 30 ans, votent aussi beaucoup pour le Front National? Pour ceux qui votent. Pour ceux qui votent, parce que là aussi, c'est comme pour les musulmans. À peu près 2/3 des jeunes Français de 18 à 24 ans ne sont pas allés voter dimanche, vous vous rendez compte, ça n'est pas rien. Mais pour ceux qui votent, en effet, le vote Front National est à environ 35%, c'est-à-dire sensiblement au-dessus de sa moyenne. Ça veut dire quoi? C'est un effet générationnel. Ce n'est pas parce qu'ils sont jeunes qu'ils votent Front National, c'est un effet de génération. Ces générations n'ont plus les interdits, les tabous qu'il y avait par rapport à ce vote Front National. C'était des tabous historiques? Bien sûr. C'est ça? Qui, à tort ou à raison, dans certaines générations, peut rappeler, pour certains, de mauvais souvenirs. On le voit très bien dans la réticence de la population des plus de 65 ans à voter en faveur du Front National. C'est quoi? Eh bien, c'est tout simplement qu'on peut partager certaines valeurs avec tel ou tel discours du Front National, mais on ne passe pas à l'acte du Front National parce que, quelque part pour ces générations, ça rappelle des forces, des familles politiques que l'on a pu connaître dans les années d'entre-deux-guerres ou au moment de la Seconde Guerre mondiale, en termes de représentation. Et cela constitue autant de verrous, de difficultés dans le monde des retraités, dans le monde des 65 ans et plus, à voter en faveur du Front National. Ces tabous et ces interdits n'existent plus dans les jeunes générations. C'est un vote transgressif, un peu? C'est un vote qui peut être également transgressif pour une partie de la jeunesse. Parce qu'au fond, quand on parle de la jeunesse, il faut savoir qu'il n'y a pas une jeunesse, il y a des jeunesses. Il y a la jeunesse qui est la plus visible dans les médias, dans la rue, celle qui manifeste, moi qui suis professeur, mes étudiants qui sont sur les bancs de l'université, etc. Mais il y a une jeunesse dont on ne parle pas. C'est la jeunesse qui est en difficulté pour s'intégrer sur le marché du travail, peu diplômée ou sortant de l'enseignement professionnel, par exemple le monde des jeunes apprentis. Et dans cette jeunesse très touchée par le chômage, il y a, oui, une forme de désespérance qui parfois débouche sur un vote, alors là, qui est un vote protestataire, transgressif, celui dont vous parlez.
Une dernière question rapide pour une réponse rapide. Mathieu Castagnier, la Croix. Justement, sur ce débat, est-ce que c'est un vote d'adhésion? Est-ce que les gens croient aux solutions du Front National? Ou est-ce que c'est juste, je crois que c'est le démographe Hervé Lebras qui dit, c'est comme le loto, c'est-à-dire les gens pensent qu'ils ont peu de chances de gagner, mais après tout, pourquoi pas, le reste ne marchant pas, et ben ma seule chance de devenir riche, c'est de jouer au loto. Donc là, la seule chance que ça change vraiment, même si j'y crois pas, c'est de voter Front National. Bien sûr qu'il y a cela, mais on ne peut pas rabattre le vote Front National aujourd'hui là-dessus. Il faut se méfier de tout ce qui est un peu schématique. Si vous voulez, le vote Front National, en effet, bien sûr, dans sa naissance, dans les années 80-90, il est très chargé en vote protestataire. On vote avant tout contre. Aujourd'hui, si vous voulez, ça fait 30 ans que les Français entendent le discours du Front National, connaissent telle ou telle mesure proposée, par exemple la hausse systématique des bas salaires de 200 €, par exemple la sortie de l'euro. Donc ils entendent, ils commencent à être parfois séduits par telle ou telle proposition du Front National. Donc ce vote est aujourd'hui un mixte, et parfois chez le même individu, entre le désir de dire non aux autres forces et le désir de dire oui à certaines propositions du parti pour lequel il vote. Je crois qu'il faut faire très attention, parce que ça, c'est en train de profondément changer, il faut y être sensible. On passe de la protestation à l'adhésion. Nous allons marquer une première pause dans cette édition de Face aux chrétiens. Je rappelle donc notre invité Pascal Perrineau, enseignant à Sciences Po, spécialiste du Front National. Nous analysons avec lui les résultats du premier tour des élections régionales. A tout de suite. Retour sur le plateau de KTO pour cette édition de Face aux chrétiens avec la Croix, Radio Notre-Dame et RCF. Notre invité aujourd'hui, Pascal Perrineau, politologue, spécialiste du Front National. Avec lui, nous analysons les résultats du premier tour des élections régionales. Il est interrogé par Mathieu Castagnier pour la Croix, par Alain Baron pour Radio Notre-Dame et par Romain Mazenot pour RCF. C'est Romain Mazenot qui pose la première question. Alors si on observe la droite classique, par exemple, le cas de la région Rhône-Alpes-Auvergne, Laurent Wauquiez est arrivé en tête et est assez confiant pour le second tour. Est-ce que c'est ça la stratégie gagnante pour la droite? C'est l'union avec le centre dès le premier tour, comme elle l'a fait dans presque toutes les régions, et un positionnement assez ferme, assez dur sur les questions notamment de sécurité. C'est ça la stratégie gagnante? Alors, Pascal Perrineau. C'est vrai, quand on regarde ces résultats du premier tour, on a l'impression que là où la droite classique associée au centre a fait ses meilleurs scores, c'est autour de candidats, de têtes de liste, qui étaient fermement au cœur d'une culture de droite. Laurent Wauquiez, en Rhône-Alpes, Auvergne, M. Retailleau, dans les Pays de la Loire. On voit bien comment, en effet, ces candidats ont peut-être plus que d'autres la capacité à, non pas à contrôler, personne ne contrôle plus rien aujourd'hui, mais à endiguer les phénomènes de transfert qui peuvent exister dans certaines régions entre un électorat qui était resté chez les Républicains et qui passe au Front National. Dans l'enquête à laquelle je faisais référence tout à l'heure, 16% des électeurs qui avaient voté Nicolas Sarkozy à la présidentielle de 2012 et qui se sont déplacés dimanche dernier, 16% ont voté en faveur des listes du Front National. Mais attention, le problème n'est pas uniquement un problème de droite, parce que 10% des électeurs de François Hollande ont fait la même chose. 9% des électeurs de Jean-Luc Mélenchon ont fait la même chose. Ça fuit de toutes parts. Donc ça fuit de toutes parts. C'est pour ça que je dis que personne ne contrôle grand-chose. Oui. On a affaire à des bouleversements, à la fois politiques, sociaux, culturels, extrêmement profonds qu'il faut lire derrière ces chiffres. Ça montre le brouillard idéologique total aujourd'hui. Bien sûr. Et le fait que ça libère des énergies politiques que l'on a du mal parfois à comprendre, même si en regardant toutes ces enquêtes, on comprend un peu ce qu'il y a derrière. Alors, mais la droite est en difficulté. Pourquoi? Parce que la droite, elle est prise dans une mâchoire infernale pour l'instant. Elle a ces dynamiques du Front National sur sa droite, et elle a d'autre part une gauche socialiste qui fait de la résistance. L'ensemble de la gauche s'est effondré. Mais le Parti socialiste, qui a certainement un peu bénéficié de la popularité retrouvée pour un temps du président de la République, le Parti socialiste fait de la résistance. Il est à un niveau qui était celui des régionales de 2010. Or, souvenez-vous, dans les régionales de 2010, ça avait été un raz-de-marée socialiste. Mathieu Castagnier, la Croix. Dans 2 régions, les listes de gauche se sont retirées, en PACAR et dans le Nord.
Est-ce que c'est une stratégie efficace? Les premières études montrent qu'effectivement, il y a un transfert massif qui devrait permettre aux candidats de la droite de l'emporter. Est-ce que c'est une stratégie efficace à court terme? Et quels sont les effets à long terme de ça? Est-ce que ça renforce, à votre sens, le discours du Front National sur le thème tous contre nous Pascal Perrineau. Alors, à court terme, il semble, mais il faudra attendre le verdict des urnes dimanche prochain. À court terme, ça semble être une stratégie relativement efficace. Bon, cette stratégie a été mise en place uniquement dans 2 régions où le Front National était très en tête et plus très loin de la barre des 50. Donc là, c'est vrai que s'il y avait eu des triangulaires dans ces régions, la probabilité de l'élection de Mme Marine Le Pen et de Marion Maréchal Le Pen en PACA aurait été extrêmement forte. Là, l'union qui est mise en place, même si ce n'est pas tout à fait une union, c'est un désistement. L'union qui est mise en place semble créer un sursaut dans tous les électorats des formations, des partis de gouvernement, que ce soit des partis de gouvernement de gauche comme de droite, suffisant pour faire barrage au Front National. Mais attention, le rapport de force sera pas très loin de 50-50, 52-48. Donc ça va se jouer à peu de choses. Voilà, cela montre que le Front National, eh bien, dans certaines grandes régions, maintenant n'est plus très loin de la barre des 50%, ce qui à terme peut changer profondément la donne. Alain Baron, Radio Notre-Dame. Avant les attentats, il y avait des études, enfin des prévisions, où on disait que ce scrutin allait être une véritable bérésina pour le PS. Finalement, il va sauver les meubles. Alors, il sauve les meubles, Pascal bien sûr. Perrineau. Si vous voulez, s'il n'y avait pas cette dynamique du FN, ça serait une bérésina pour le Parti socialiste. Le Parti socialiste garderait, 2-3 régions. Il va en garder sensiblement plus. Mais pourquoi? Non pas parce qu'il y a une dynamique de la gauche. La gauche s'est effondrée depuis 2010 de 16 points. Vous vous rendez compte? 16 points. Mais en même temps, le Front National a connu une progression de 16 points. La droite restant à peu près stable, la droite associée au centre. Donc on voit très bien que si la gauche garde, 4, 5, peut-être 6 régions, ce qui n'est pas impossible, donc elle apparaîtra non pas comme la force victorieuse, mais elle apparaîtra comme ayant vraiment sauvé les meubles. Finalement, elle aura si bénéficié. elle sauve les meubles, elle aura bénéficié, bien sûr. Tout ça était impossible sans un Front National qui flirte avec, dans beaucoup de régions, je ne parle plus de PACA et de Nord-Pas-de-Calais-Picardie, qui flirte avec le tiers du corps électoral. Donc, le sursaut, les 3 ou 4 points pris dans les dernières semaines par le Front National sont décisifs. Ces 3 points sont décisifs pour comprendre, que la gauche sauve la mise dans 4, 5 et peut-être 6 régions. Romain Mazenot, RCF. Dans la région Grand Est, le socialiste Jean-Pierre Masseret a finalement maintenu ses listes malgré les pressions de la rue de Solferino et de Matignon. Qu'est-ce qui pourrait encore empêcher la victoire du FN et de Florian Philippot dans cette région dimanche prochain? Alors, c'est le fait que le maintien de la liste Masseret, de la liste socialiste, est un maintien en piteux état. Vous savez qu'à peu près 80 colistiers des listes Masseret ont décidé de ne pas soutenir M. Masseret, se sont retirés et beaucoup d'entre eux appellent à voter pour M. Richert. Donc M. Masseret, qui avait fait d'ailleurs un des plus mauvais scores du Parti socialiste dans l'ensemble des régions, M. Masseret se retrouve avec un électorat qui est un demi-électorat ou peut-être même un tiers d'électorat. On verra ce qu'il en est. Dimanche prochain. Mais sa capacité à garder l'électorat de gauche va être très faible. Souvenez-vous, c'était hier, je crois, lorsqu'il y a eu le dépôt des listes, le premier à féliciter M. Masseret pour son courage politique était M. Florian Philippot. Cela devrait apprendre quelque chose. Et je regardais ce matin l'hebdomadaire, le quotidien, Présent. Présent titrait, en effet, sur le courage de M. Masseret. Vous voyez, c'est parce qu'il va permettre l'élection un hommage du vice rendu à la vertu. Oui. Mathieu Castagnier, La Croix. Autre région particulière, Midi-Pyrénées. Alors j'ai une double question. La première, c'était quelqu'un de la société civile, un politologue qui représentait la droite, qui n'a pas connu un succès peut-être à la hauteur de ses espérances. Ça, c'est la première observation. La deuxième, c'est qu'il y a une polémique sur le fait que la gauche dit qu'il aurait dû se retirer, là aussi, pour faire gagner, pour empêcher la victoire du Front National. Est-ce que vous ne pensez pas plutôt qu'en se maintenant, il empêche un certain nombre de transferts de voix, qu'une partie de l'électorat de droite aurait plutôt été vers le Front National que vers la gauche? Alors, d'abord, la question de la société civile. Si vous voulez, la classe politique a besoin d'un véritable renouvellement qui ne soit pas simplement générationnel. Parce qu'on peut avoir 22 ans,
24 ans, 25 ans, 30 ans et être un vieillard dans sa tête. L'âge des artères. Vous le voyez voilà. parmi vos étudiants, non? Voilà. Non, vraiment, mes étudiants, Allez-y, bien allez-y. sûr, ils échappent à cette règle. Mais je crois véritablement que le renouvellement ne peut pas se contenter d'être simplement un renouvellement de l'âge des artères. Et regardez l'homme politique le plus populaire aujourd'hui. C'est Alain Juppé qui, par définition, n'appartient pas à la jeune génération. Et il continue, dans toutes les enquêtes, à faire la course largement en tête. Non, le renouvellement doit aussi être un renouvellement d'une classe politique qui s'ouvre à d'autres milieux. C'est ce qu'avaient tenté les Républicains associés au centre, en Languedoc-Roussillon, Midi-Pyrénées. Ça n'a pas été une réussite parce que Languedoc-Roussillon, Midi-Pyrénées, c'est une terre historiquement de gauche. C'est ce qu'on appelait, vous savez, jadis, le Midi rouge. Et ce Midi rouge reste, on le voit dans ses différentes composantes, socialiste, radical de gauche. Là-bas, ça n'est pas rien. On sait très bien que toute la presse locale est contrôlée par M. Baillet, qui joue un rôle tout à fait essentiel. Et puis, il y a aussi une gauche de la gauche, on le voit dans le très bon score de M. Onesta, une gauche de la gauche qui est vive. Toutes ces composantes, dont certaines s'étaient violemment affrontées avant le premier tour, ont fait l'union sans aucun problème. Ça a été bouclé en 2 jours. C'est les merveilles de la politique, ça. Bouclé en 2 jours. Donc maintenant, on a une gauche unie. Et la gauche unie, bien sûr, elle gardera, la probabilité est très élevée, qu'elle garde cette région. Et M. Régnier, en se maintenant, va certainement contribuer à éviter que des reports d'une partie de l'électorat républicain aillent vers M. Louis Alliot, le patron des listes Front National, qui a fait tout de même un très bon score. Je rappellerai que dans cette région, 31,8. Vous voyez, on n'est pas loin du tiers. Donc il y a une vraie dynamique frontiste qui tient beaucoup plus au Languedoc-Roussillon qu'à Midi-Pyrénées. Mathieu Castagnier. Est-ce que cette explication que vous faites sur le fait qu'une partie de l'électorat de droite aurait plutôt tendance à voter FN que voter à gauche, est-ce que c'est quelque chose qu'on risque de retrouver dans toutes les régions et peut-être un jour au niveau national? Alors, dans une élection nationale? C'est assez différencié d'une région à l'autre. Pour l'instant, quand on regarde au départemental, par exemple, on avait déjà une idée lorsqu'il y avait une gauche qui affrontait seule le Front National. On a une idée de ce que faisaient les électeurs de droite. Et les électeurs de droite, souvent, c'était les 3 tiers. Un tiers s'abstenait, un tiers, et parfois un gros tiers, votait tout de même pour la gauche, et un petit tiers votait pour le Front National. Alain Baron, Radio Notre-Dame. Dans les 2 régions où le Front National est en duel, c'est-à-dire le Nord et PACA, est-ce que vous pensez qu'il y a des réserves pour le Front National chez les abstentionnistes? Oui, il y a certainement un peu de réserve chez les abstentionnistes. Un des indicateurs, si vous voulez, dans la grosse enquête que nous avons faite, c'était dans la période post-attentat, fin novembre, nous avons posé la question, est-ce que vous vous êtes abstenu en 2012 ? Et sur 100 abstentionnistes qui se sont abstenus à la présidentielle de 2012, vous voyez, ça c'est une culture abstentionniste forte, ne pas se déplacer pour une présidentielle, et qui se sont déplacés au régional. 37% ont voté en faveur des listes du Front National. Ça veut dire, vous voyez, qu'il y a, mais beaucoup de bons spécialistes de l'abstention le montrent depuis plusieurs années, l'abstention n'est pas simplement de l'indifférence à la chose publique. Il y a dans l'abstention une dimension de protestation contre la classe politique, l'air du temps, le discours politique. Et une partie de cette abstention, surtout quand le Front National devient visible, passe du retrait abstentionniste au vote frontiste. Romain Mazneau, RCF. On sait que les Républicains espèrent dans de nombreuses régions, notamment en Île-de-France, qu'une partie des électeurs qui ont voté pour le Front National au premier tour se reportent sur eux au second tour. Est-ce que c'est un pari raisonnable, compte tenu du fait que le Front National est partout dans toutes les régions au second tour? Si vous voulez, c'est un pari partiellement raisonnable. Ce n'est pas tout à fait absurde. Pourquoi ? Parce que quand le Front National est faible, c'est le cas en Île-de-France. En Île-de-France, le Front National n'a aucune chance de gagner, littéralement aucune. Il est 3e, loin derrière. Et ça se comprend largement par la sociologie de la région parisienne. Monsieur Valéran de Saint-Just a fait un des scores les plus faibles, 18% tout de même, mais les plus faibles avec la Bretagne, les plus faibles en France. Donc, si vous voulez, le Front National est presque hors jeu, du moins pour le contrôle de la majorité de la région. Il peut y avoir un réflexe dans une partie de l'électorat frontiste qui se dit au second tour, le Front National n'a aucune chance d'avoir l'exécutif de la région. En revanche, nous n'avons pas envie, par exemple, que la région reste à gauche.
Et vous pouvez avoir un léger transfert dont pourraient bénéficier les listes dirigées par Mme Pécresse. Cependant, dans la région parisienne, ça va être, si vous voulez, extrêmement serré. La mobilisation de tous les électeurs va être tout à fait décisive. Et il va falloir bien voir ce qui se passe dans ces abstentionnistes du premier tour. Où vont-ils, hein? Quelle est la réserve à gauche? Quelle est la réserve pour la droite associée au centre? Ça sera là que gira la décision. Ça peut se jouer sur un point, Ça peut jouer sur un point, ça peut jouer sur 0,5 points. Donc jusque tard dimanche soir. Bien sûr. Mathieu Castagnier-Lacroix. Vous parlez justement des abstentionnistes. Est-ce que s'il y avait eu un taux d'abstention très différent, beaucoup plus faible, est-ce que le résultat aurait été vraiment changé? Ou est-ce que ces abstentionnistes, grosso modo, ils votent par procuration en laissant les autres voter? Je crois que ça n'aurait pas bouleversé les choses. Je crois que ça n'aurait pas... En effet, un Français sur deux s'est abstenu, c'est important, mais je ne crois pas, par exemple, qu'avec une forte participation, le Front National est régressé vers les 20%. Je ne crois pas à cela. Ce que je viens de dire, d'ailleurs, montre plutôt le contraire. Vous savez, il y a quelques années, on avait fait une enquête extrêmement intéressante. On avait demandé, c'était en 2011, on avait demandé aux abstentionnistes, sur un échantillon national représentatif d'abstentionnistes, qu'est-ce que vous feriez si le vote était obligatoire, comme ça l'est dans différentes démocraties européennes? Eh bien, ça donnait à peu près la copie conforme de ceux qui se déplaçaient aux urnes. D'accord. Romain Mazenot, RCF. Finalement, une région dirigée par le FN, ça changerait quoi? Parce qu'on voit bien peut-être les suppressions de subventions à quelques associations au monde de la culture, etc. Mais sur les lycées, les transports, etc., qu'est-ce que ça change? Alors, Pascal Perrineau. Si l'on prend les programmes du Front National, on voit comment, sur certains secteurs relativement périphériques, le Front National a envie d'imposer sa marque. Alors, on l'a vu, par exemple, dans les sorties de Marion Maréchal-Le Pen sur les associations, par exemple, du planning familial. On le voit dans Nord-Pas-de-Calais-Picardie, sur la suppression des subventions aux associations liées à l'immigration, par exemple. Hein. On voit que là, ça donnerait une teinte particulière, plus que symbolique tout de même, plus que symbolique, parce qu'il faut savoir, si vous voulez, que les régions, maintenant, avec la montée en puissance de leur pouvoir, ont un rôle dans le maintien du tissu social. Ce sont les acteurs qui vont devenir décisifs dans le développement économique, par exemple, dans la formation professionnelle, hein, c'est-à-dire dans la relance, si c'est possible, de la croissance, de la création d'emplois et donc du maintien de la cohésion sociale dans nos régions. Les Français doivent regarder, avant d'aller voter, quelles sont les listes qui sont les plus capables de maintenir cette cohésion dans les régions et ceux qui, selon leurs critères, sont le moins capables. Alain Baron, une toute dernière question. Oui, en Bretagne, M. Le Drian fait la course en tête, largement. Il a décidé d'aller au second tour sans les écologistes. Oui. Ça vous a étonné? Non, ça ne m'a pas étonné, parce que, si vous voulez, quand vous arrivez largement en tête, quand vous êtes déjà victorieux au premier tour, ça vous donne des audaces que vous n'avez pas quand vous avez une petite première place ou une seconde place, ce qui est le cas très souvent des listes du Parti socialiste. Donc, M. Le Drian peut se permettre de parler haut et fort. Il n'a pas besoin des écologistes et il n'a pas envie surtout d'être enfermé dans une écologie politique devenue extrêmement contestatrice. Parce qu'il faut bien voir que l'évolution d'Europe Écologie Les Verts, de nombre de leurs dirigeants, depuis quelques années, est une évolution vers une gauche de plus en plus critique qui peut poser problème pour des exécutifs régionaux qui ont envie, pendant les 6 ans qui viennent, de développer des politiques cohérentes sans passer un temps fou à négocier avec d'autres éléments de leur majorité ou les zadistes. Un tout dernier mot, Mathieu Castagnier, rapidement. Une série de chiffres frappants, c'est le score du FN dans les villes qu'il dirige. On disait, à l'épreuve du pouvoir, les gens verront ses limites, etc. Et on s'aperçoit que par rapport aux dernières municipales, ces scores augmentent dans toutes ces villes-là. Est-ce que c'est un signe inquiétant pour l'avenir? Les gens sont contents. Alors, il faut faire attention aussi aux taux d'abstention, qui sont souvent très élevés dans ces villes. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas, pour l'instant, de sanctions électorales dans ces villes. Il ne faut pas oublier aussi que les municipales, c'est récent. Et que donc les bilans restent des bilans difficilement perceptibles
pour les habitants de ces différentes villes, Béziers et la dizaine d'autres villes contrôlées par le vote Front National. Pour qu'un vote sur bilan puisse se développer, il faut au moins 4-5 ans. D'accord. Très bien, nous allons marquer une nouvelle pause dans cette édition de Face aux Chrétiens. Notre invité Pascal Perrineau, politologue, spécialiste du Front National. Et nous analysons avec lui pour La Croix, Radio Notre-Dame, RCF et KTO les résultats du premier tour des élections régionales. A tout de suite. Retour sur le plateau de KTO pour Face aux Chrétiens. Nous analysons le résultat du premier tour des élections régionales avec Pascal Perrineau, notre invité, politologue, spécialiste du Front National. Il est interrogé par Mathieu Castagnier pour La Croix, par Alain Baron pour Radio Notre-Dame et par Romain Mazenot pour RCF. C'est Alain Baron qui pose la première question. Oui, alors on sent bien que dès dimanche soir, après les résultats, quels qu'ils soient, il va y avoir des sévères explications dans les partis. Vous pensez que M. Sarkozy est menacé ? Alors, Pascal Perrineau. tout dépendra du nombre de régions qui tomberont dans l'escarcelle de la droite. Alors déjà, M. Sarkozy est en difficulté pour une raison. Avant l'épisode des attentats, on pouvait s'attendre à un quasi raz-de-marée des Républicains associés à l'UDU et au MoDem dans les régions. C'était d'ailleurs tout à fait raisonnable. Parce qu'il y avait un Front National qui restait au niveau du quart et qui n'approchait pas le tiers. Là, tout a changé. Et d'autre part, le discours du nouveau patron des Républicains n'a pas empêché la fuite dont nous parlions tout à l'heure d'une partie du capital électoral des Républicains vers les listes du Front National. C'est ça le principal échec, si on peut parler d'échec, de cette fameuse stratégie de la droitisation poursuivie par Nicolas Sarkozy. De Buisson. Donc, voilà. Donc Ouais. Nicolas Sarkozy, qui en effet, tout de même, est dans une phase, ou sera à partir de lundi dans une phase de préparation des primaires, n'abordera peut-être pas cette phase des primaires dans les meilleures conditions. Il ne pourra au mieux que se prévaloir d'une demi-victoire et non pas d'une victoire. Cela change assez profondément le profil de la primaire qui se prépare pour la fin de l'année 2016, si elle se tient à la fin de l'année 2016 et si elle n'est pas, j'allais dire, précipitée. La question se pose pour vous, Pascal Perrineau. Bien sûr, parce que la droite, il y a peut-être un problème de stratégie, même certainement, mais surtout, c'est la seule force politique aujourd'hui qui, de manière claire, a un problème de leadership, puisqu'elle est dans une phase où les leaders s'affrontent pour savoir qui l'emportera à l'issue des primaires, donc un problème de leadership. Un problème de stratégie, on vient de le voir, ils ne sont pas tout à fait d'accord, on l'a vu, même si Nicolas Sarkozy encore contrôle bien les appareils dirigeants des Républicains, mais on l'a vu, M. Raffarin a fait très nettement entendre, Mme Kosciusko-Morizet, un autre son que celui de la direction. Donc ils ne sont pas d'accord sur le leadership, sur la stratégie, et le programme reste flou. Donc il y a un vrai danger pour cette force politique à rester comme ça, suspendue en l'air pendant des mois et des mois. Surtout à l'heure où le PS fait de la résistance et le Front National connaît la dynamique dont on vient de parler dans les minutes précédentes. Mathieu Castagnier, La Croix. Justement, est-ce qu'avec cette dynamique du Front National, est-ce que vous diriez dès maintenant qu'il n'y a qu'une seule place à prendre au second tour de la présidentielle pour les forces démocratiques? En gros, qu'il n'y aura qu'un représentant soit du PS, soit des Républicains en face de Marine Le Pen. En politique, il faut Pascal être Perrineau. extrêmement prudent, surtout quand, si vous voulez, on atteint un tel degré de bouleversement. Bouleversement des rapports de force politiques, bouleversement de la société française, conjoncture extrêmement chaude et tendue. S'il y a une troisième vague d'attentats, vous savez, bon, voilà, l'opinion encore évoluera. Donc, il y a là quelque chose qui est difficilement saisissable. Cependant, la probabilité que Mme Marine Le Pen s'invite au second tour est tout de même élevée. Elle est, si l'on prend les rapports de force du premier tour, le Front National est de manière claire le premier électorat de France. Certes, ça peut changer d'ici la présidentielle, mais enfin, la probabilité d'un
choc qui serait d'une autre ampleur, d'ailleurs, que le fameux choc de 2002 qui avait vu son père s'inviter, mais à quelques voix près, du fait de la division de la gauche, de s'inviter au second tour contre Jacques Chirac, cette probabilité est une probabilité élevée. Donc tout sera la question de la seconde place. Romain Mazenot, RCF. On parle de plus en plus, depuis un certain temps déjà, de tripartisme avec gauche, droite, Front National. Dans cette configuration, quelle place reste-t-il pour les autres forces politiques, notamment le Front de gauche, les écologistes et les centristes? Est-ce qu'ils sont menacés de marginalisation? Alors, je n'utiliserai pas l'expression de tripartisme, parce que le tripartisme, c'est 3 partis. Là, vous voyez bien qu'il y a certes un parti, le Front National, c'est une famille installée, vous avez raison d'y insister. Les 2 autres, ce sont des familles. C'est les Républicains associés à l'UDI-MoDem, ça fait déjà 3 partis, qui constituent en effet ce pôle de centre-droit que l'on connaît depuis les débuts de la Ve République. Et puis à gauche, le Parti socialiste seul, vous savez, c'est un petit quart. Il a besoin de ses alliés, et des alliés qui ne sont pas toujours faciles. La gauche devient de plus en plus une gauche critique, la fameuse gauche de la gauche. Donc je dirais même qu'il y a peut-être 4 familles en France. Une gauche de la gauche, relativement modeste. Une gauche associée aux radicaux, les socialistes associés aux radicaux de gauche et à une partie des Verts, parce que les Verts sont en voie d'éclatement, entre la gauche critique et la gauche socialiste. La famille de droite et du centre et la famille du Front National. Et le gros problème pour les mois à venir et au-delà pour le fonctionnement de la Ve République, c'est comment fait-on rentrer 4 dans 2 ? Puisque la Ve système est prévu pour 2. C'est un système bipolaire. C'est un système bipolaire. Il admet 2 familles. Il a beaucoup de mal à fonctionner avec 4 familles qui ne peuvent pas s'entendre. Le Front National ne s'entend pas avec les Républicains et le centre. Tout de même, là, bon, ça le vaut. Le centre et les Républicains ont beaucoup de mal, apparemment, à s'entendre avec les socialistes. Et les socialistes, en dépit de l'embrassons-nous Folleville auquel on assiste dans les régions, sauf en Bretagne, c'est peut-être un symptôme, parce que monsieur Le Drian, c'est pas n'importe qui dans le gouvernement. Ils ont beaucoup de mal, ces socialistes, à s'entendre avec la gauche critique. Et donc, vous voyez que ça pose un problème qui est un problème majeur. Le jeu institutionnel va être obligé d'évoluer pour prendre en compte cela. Sinon, ça se réduira à un dialogue entre 2 forces qui représenteront de moins en moins de Français, et donc ça approfondira la crise de la politique. Alain Baron, précisément, les écologistes dont vous parliez, ils sont sortis assez lessivés du scrutin. Ils auront quand même quelques strapontins sur les listes de gauche dans quelques régions, sauf en Bretagne. Vous voyez quoi, l'avenir de ce parti écologiste? L'avenir, en dépit de l'effet COP21, qui, le moins qu'on puisse dire, est quasi nul. L'avenir est très préoccupant. D'ailleurs, les Verts s'en sont chargés eux-mêmes, puisqu'ils sont en train de faire éclater leur formation politique. Eux-mêmes, bien sûr. On l'a vu, et ça avait commencé bien avant les attentats. Donc là, ils sauvent les meubles. C'est vraiment de toute urgence. Rallions les listes socialistes que l'on a cessé de vilipender pendant des semaines et des semaines, parce qu'il faut reconnaître, il y a des sièges à sauver et qu'aucun parti ne peut se passer d'avoir en effet des élus sur le terrain. Il y a les finances derrière, et puis il y a le fait, il y a la lutte pour les postes et pour les places. Ce sont des hommes et des femmes comme les autres, en dépit de leur volonté de renouveler la vie politique. Même chose pour le PC et le Front de gauche. On voit bien que le discours a été même parfois d'une violence contre les socialistes phénoménale. Là, tout d'un coup, cette violence est oubliée, parce que là aussi, il y a des positions de pouvoir sur le terrain à préserver. Mathieu Castagnier-Lacroix. Est-ce que ces formations de gauche alliées aux concurrentes du PS, elles vont être face à une question cruciale, qui est de savoir si elles se présentent ou non en 2017 au risque de pénaliser leur camp, d'autant plus que, notamment pour les écologistes, la question de pouvoir se présenter en termes de nombre d'élus capables de parrainer un candidat, ils vont perdre la majorité de leurs conseillers régionaux. Est-ce que vous pensez que tous ces événements vont pousser à une union de la gauche, même factice, pour le premier tour de la présidentielle? Une union totale de la gauche n'est pas possible. La gauche, depuis 2012, ne cesse de cultiver ses diversités jusqu'au cœur même du Parti socialiste. N'oublions pas tout de même le phénomène frondeur. C'est-à-dire au cœur même de l'appareil socialiste, il y a une fronde, et une fronde d'ampleur. Ils ne sont vraiment pas d'accord sur le cœur de la politique, l'économique et le social. Ils ne sont pas d'accord. Et d'ailleurs, ils sont de plus en plus
pas d'accord sur les mesures de sûreté, de sécurité. Regardez, c'est très souvent les frondeurs qui sont les plus critiques par rapport à certaines mesures mises en œuvre à l'heure actuelle par le président de la République et le gouvernement sur l'état d'urgence. Donc on voit bien, on est dans des débats de fond. Cela s'exprimera dans une pluralité des candidatures. Alors peut-être que François Hollande, s'il est candidat à nouveau, arrivera suffisamment à se verdir pour éviter une candidature écologiste. Mais en tout cas, à la gauche de la gauche, il n'évitera pas une candidature. Alain Baron, Radio Notre-Dame. Finalement, François Hollande, qui est un fin politique, pourrait ressortir renforcé de ce scrutin. Il peut sortir, oui. Silencieusement. Il se tait, c'est ce qu'il y a de plus prudent par les temps qui courent. Il se tait, il pourra dire, nous avons, au fond, nous sommes peut-être, on verra dimanche soir, mais nous sommes peut-être les égaux des Républicains, de l'UDI et du MoDem en termes d'exécutifs régionaux. Et d'une certaine manière, il n'aura pas été excessivement sanctionné par ces élections dites intermédiaires qui d'habitude sanctionnent farouchement le pouvoir en place. Et là, bien sûr, il ne le dira pas, mais il pourra dire merci au Front National. Romain Masneau, brièvement. Pour revenir au FN, finalement, qu'est-ce qui pourrait enrayer encore, quel événement, quel parti pourrait enrayer son ascension? On a l'impression que tant qu'ils ne seront pas arrivés au pouvoir, ils bénéficieront de cette sorte de virginité politique. Est-ce qu'il y a quelque chose qui peut enrayer son... Pascal Perrineau. Si vous voulez, je crois que le débat démocratique va se poursuivre de plus en plus à l'approche de la présidentielle, parce que tout de même, la présidentielle, ça reste la grande élection reine, la grande élection où le débat démocratique diffuse. C'est une majorité de Français qui s'intéressent à cette échéance présidentielle. Là, on va le voir très rapidement. Le débat démocratique va tourner autour du fait de savoir si le Front National, oui ou non, est porteur de solutions crédibles pour gouverner la France. Ça n'était jusqu'à maintenant pas véritablement la question. Ça va le devenir. À partir du moment où on se rapproche de la barre des 50%, c'est légitime, ce type d'interrogation. Et donc, de plus en plus, le programme, les projets, pas simplement sur l'immigration et l'insécurité, parce qu'on ne gouverne pas un pays uniquement là-dessus, mais sur l'économique, sur le social, sur la culture, sur l'éducation. Il va y avoir un légitime travail d'interrogation par les hommes et les femmes politiques, de l'arc démocratique, de l'extrême gauche à la droite de la droite, et qui vont interpeller ce programme. Avant la présidentielle. Bien sûr, avant. Et là, il va y avoir un véritable combat, politique au sens peut-être le plus noble du terme. J'espère que les hommes et les femmes politiques, dans les mois qui viennent, seront à la hauteur. Il va falloir, de manière démocratique, avec ces hommes et ces femmes du Front National qui représentent 30% ou 28% de l'électorat, engager un débat sur la crédibilité gouvernementale, parce qu'il va s'agir tout de même de gouverner la France pendant 5 ans dans un contexte économique et social extrêmement perturbé et dans un contexte international extrêmement perturbé. Donc là, il faudra que le Front National montre sa capacité à parler de manière forte, crédible, d'autre chose que d'immigration et d'insécurité. Mais du coup, une dernière question, Pascal Perrineau. Faut-il aller jusqu'à envisager l'arrivée de Marine Le Pen à l'Élysée pour justement tester cette crédibilité du gouvernement ? Alors, si vous voulez, cette arrivée de Marine Le Pen jusqu'à maintenant était considérée comme quasi impossible par la plupart des observateurs. Aujourd'hui, on ne peut pas dire que c'est impossible à partir du moment où on le verra dimanche prochain, tel ou tel candidat ou candidate du Front National frôlera la barre des 50%. Alors, ce qui est possible peut-être en Nord-Pas-de-Calais-Picardie n'est pas possible dans l'ensemble national. Mais enfin, on voit bien que ça change de nature. De toute façon, à partir d'un moment où un parti atteint 30%, le tiers de l'électorat, c'est possible. Peut-être que l'épreuve du pouvoir serait un test. On l'a vu dans d'autres démocraties européennes. Je pense en particulier à l'Autriche, où ils ont gouverné avec les conservateurs. Ça a fait éclater le parti et ça a fait chuter drastiquement le parti équivalent du FN qui s'appelait le FPE. Pourquoi ? Parce que ce n'est pas la même chose de gouverner et de protester. Ce sera votre dernier mot. Merci beaucoup à vous, Pascal Perrineau. Je rappelle le titre de votre livre, La France au front, chez Fayard. Je rappelle que depuis longtemps, vous aviez pronostiqué cette montée du Front National. Merci à vous. Merci à vous tous de nous avoir écoutés. Vous pouvez évidemment retrouver cette édition et toutes celles qui l'ont précédée sur les sites de La Croix, KTO, Radio Notre-Dame et
RCF, à la semaine prochaine. Merci de votre fidélité.